profondeur mystérieuse, créature colossale et vestige englouti d'un céphalopode géant à un flacon presque aussi vieux que la Confédération canadienne elle-même. Voici 14 des trouvailles les plus singulières des explorateurs des abysses. Numéro 14, flacon centenaire d'élixir. Dans une découverte extraordinaire, des plongeurs ont mis au jour 900 bouteilles d'alcool vieilles d'un siècle au large des îles Åland, territoire autonome finlandais, en juillet 2000. Ces flacons provenaient d'une épave présumée être le voilier suédois Jönköping, qui sombra en mer Baltique durant la Grande Guerre en 1916. Le navire transportait une cargaison de produits de luxe, dont ces bouteilles de champagne et de bière destinées à la cour tsariste. La trouvaille fut réalisée par une équipe menée par Christian Ekström, plongeur local et membre du musée maritime d'Åland. Les plongeurs exploraient initialement l'épave à la recherche de reliques historiques lorsqu'ils tombèrent sur les bouteilles scellées, parfaitement conservées dans les conditions froides et obscures de la mer Baltique. La découverte comprenait des flacons de maisons de champagne prestigieuses comme Veuve Clicquot, Heidsieck et Juglar. L'état de préservation remarquable des bouteilles a suscité un vif intérêt parmi les historiens, collectionneurs et œnologues. L'environnement froid et peu salin de la mer Baltique a créé des conditions idéales pour le vieillissement du champagne, le maintenant étonnamment frais même après un siècle. Certains flacons ont été testés et se sont avérés buvables, offrant une saveur unique de l'histoire. Le champagne a été mis aux enchères et a atteint des prix records. En 2011, une bouteille de Veuve Clicquot s'est vendue pour l'astronomique somme de 43 900 €, en faisant alors la bouteille de champagne la plus onéreuse jamais vendue. Les fonds récoltés lors de ces ventes ont été alloués à la recherche archéologique marine et aux efforts de préservation dans la région des îles Åland. Numéro 13, cachalot en position verticale. En 2018, des chercheurs étudiant les cachalots dans les eaux profondes au large de la Dominique ont fait une observation révolutionnaire. Un groupe de ces cétacés a manifesté un comportement inhabituel baptisé « position verticale de la queue ». Ce phénomène rare implique que les baleines se dressent verticalement dans l'eau, la nageoire caudale étendue vers le haut, une posture rarement observée chez ces majestueuses créatures. La découverte a été réalisée par des biologistes marins à bord du navire de recherche Caribbean Explorer, lors d'une étude sur le terrain. Observer les cachalots dans leur habitat naturel est un défi en raison de leurs habitudes de plongée profonde et de leur vaste distribution. Mais l'équipe a pu documenter ce comportement grâce à une combinaison de photographies et de vidéos sous-marines. La posture de la queue dressée chez les cachalots se caractérise par la position de l'animal presque perpendiculaire à la surface de l'océan, la tête pointant vers les profondeurs et la queue en l'air. Le comportement a été remarqué pour sa grâce et sa précision, démontrant le contrôle et la puissance remarquable du cétacé. Les scientifiques ont initialement émis l'hypothèse que la posture de la queue dressée pourrait être liée à des interactions sociales, des stratégies d'alimentation ou même une forme de jeu. Des recherches récentes suggérant que ce comportement pourrait avoir plusieurs fonctions. Il pourrait s'agir d'une méthode de communication ou d'un moyen d'optimiser leur capacité d'écholocation pendant la chasse. La posture de la queue dressée pourrait également aider à scruter les proies ou à s'orienter dans les profondeurs obscures. Numéro 12, le calmar colossal au Japon. Le calmar géant, créature légendaire, est devenu une réalité stupéfiante lorsqu'un spécimen a été repéré au large du Japon le 4 décembre 2006. Des chercheurs japonais du Musée national des sciences, en collaboration avec la Japan Broadcasting Corporation, NHK et Discovery Channel, ont capturé les premières images d'un calmar géant vivant dans son habitat naturel. Cette découverte monumentale a eu lieu dans le Pacifique, près des îles Ogasawara, à environ 1000 km au sud de Tokyo. Le docteur Tsunemi Kubodera, zoologiste du Musée national des sciences de Tokyo, a dirigé l'expédition. Son équipe a utilisé une ligne appâtée et des caméras d'eau profonde pour attirer l'insaisissable calmar géant à la surface. Après des heures d'attente patiente, ils ont finalement réussi, filmant un spécimen de 7 mètres de long. Ce fut un moment historique
car il a fourni la première preuve directe du comportement et de l'apparence de cet énigmatique géant des abysses. Les calmars géants, connus scientifiquement sous le nom d'Architeuthis dux, fascinent les scientifiques et les conteurs depuis des siècles. Ces créatures, qui peuvent atteindre 13 mètres de long, habitent les profondeurs océaniques et sont rarement observées par les humains. Leurs yeux, de la taille d'une assiette, sont les plus grands du règne animal, leur permettant de détecter la lumière dans les ténèbres abyssales. La découverte du calmar géant au Japon a offert des informations inestimables sur sa biologie et son écologie. Numéro 11. Le cimetière de pneumatiques sous-marins. Le récif de pneus d'Osborne, surnommé cimetière de pneumatiques sous-marins, est un exemple frappant de bonnes intentions ayant eu des conséquences désastreuses. Situé au large de Fort Lauderdale, en Floride, ce récif artificiel a été conçu dans les années 70 comme un projet environnemental ambitieux visant à stimuler la vie marine et à recycler les déchets. L'idée est née d'une collaboration entre Broward Artificial Reef Inc. et les autorités locales, qui cherchaient à créer un habitat foisonnant pour les poissons en immergeant environ 2 millions de vieux pneus dans l'océan. Ils espéraient que ces pneumatiques serviraient de support pour la croissance des coraux et de refuge pour les créatures marines. Malheureusement, l'exécution fut défectueuse. Les pneus étaient attachés avec des sangles en nylon qui se sont rapidement désintégrés dans l'environnement corrosif de l'eau salée, provoquant leur détachement et leur dispersion sur le fond océanique. Loin de favoriser la vie marine, les pneus ont créé un désert sous-marin stérile. Les pneumatiques détachés, poussés par les courants et les tempêtes, ont causé des ravages sur les récifs coralliens naturels, endommageant ou détruisant des écosystèmes fragiles. La croissance de corail escomptée ne s'est jamais matérialisée et le récif de pneus d'Osborne est devenu un désastre écologique. L'ampleur totale de cette catastrophe sous-marine a été comprise au début des années 2000 lorsque les plongeurs et les biologistes marins ont commencé à documenter les dégâts généralisés. Les efforts pour remédier à la situation ont été ardus et onéreux. Des organisations comme la Marine et les gardes-côtes américains ont mené des initiatives de nettoyage, s'efforçant de retirer des milliers de pneus du fond océanique. Numéro 10. Le mécanisme d'Anticythère. Le mécanisme d'Anticythère, souvent considéré comme le premier ordinateur analogique du monde, a été découvert fortuitement en 1900 par des pêcheurs d'éponges grecs au large de la petite île d'Anticythère en mer Égée. Située parmi les débris d'une ancienne épave datant d'environ 100 avant. Jour après jour, ce dispositif complexe a fasciné historiens et scientifiques. Le mécanisme, logé dans un boîtier en bois, se compose d'un système sophistiqué d'engrenages et de cadrans qui, une fois étudié méticuleusement, a révélé sa capacité à prédire les positions astronomiques et les éclipses. Il servait de calendrier élaboré, capable de suivre les cycles du système solaire. En actionnant une manivelle, les utilisateurs pouvaient simuler les positions du Soleil, de la Lune et des planètes, fournissant des informations sur les événements célestes des décennies à l'avance. Fabriqué avec une précision remarquable, le mécanisme d'Anticythère témoigne de la compréhension avancée des mathématiques et de l'ingénierie que possédaient les savants de la Grèce antique. Ces cadrans et engrenages sont gravés de caractères grecs, détaillant les cycles lunaires et solaires, les éclipses et même le calendrier des anciens Jeux olympiques. Cette découverte exceptionnelle a révolutionné notre compréhension de la technologie antique. Pendant des décennies, sa complexité semblait anachronique, suggérant un niveau de sophistication technologique qui n'a pas été égalé pendant plus d'un millénaire. Aujourd'hui, le mécanisme d'Anticythère est exposé au Musée archéologique national d'Athènes où il continue d'intriguer chercheurs et visiteurs, offrant un aperçu fascinant des prouesses technologiques du monde antique. Numéro 9. Cercle de culture sous-marin. Les motifs géométriques complexes découverts sur le fond marin ont été observés pour la première fois en 1995 au large d'Amami-Oshima, une île de l'archipel Ryukyu au Japon. Ces fascinantes formations, mesurant environ 2 mètres de diamètre, ont intrigué plongeurs et scientifiques pendant des années, suscitant diverses théories sur leur origine. Le mystère a finalement été élucidé en 2011 par le photographe sous-marin Yoji Ukata. Lors d'une plongée près d'Amami-Oshima,
Hukata a observé un petit poisson globe mâle créant méticuleusement ses cercles. Le poisson globe mâle, mesurant seulement environ 13 cm de long, et l'effort investi dans la création de ces cercles souligne la complexité des écosystèmes sous-marins et les stratégies extraordinaires déployées par les animaux pour se reproduire. Les cercles de culture sous-marins continuent de fasciner les biologistes marins et les plongeurs, symbolisant les merveilles cachées de l'océan et les comportements sophistiqués de ses habitants. Numéro 8. Le Stonehenge du lac Michigan. Sous les vagues du lac Michigan, une formation sous-marine remarquable a suscité autant d'intrigues que de mystères. Découverte en 2007 par une équipe de plongeurs dirigée par le docteur Mark Holley, archéologue sous-marin, cette structure présente une ressemblance frappante avec l'iconique Stonehenge d'Angleterre. Située à environ 12 mètres sous l'eau près de l'extrémité septentrionale du lac, la formation se compose d'un cercle de pierres anciennes, certaines arborant des gravures complexes. On estime que la structure a environ 10 000 ans, des millénaires avant Stonehenge. Cette datation la situe à une époque où les grands lacs se formaient encore et où la région était probablement le foyer des premières tribus amérindiennes. La fonction du cercle demeure spéculative, mais les théories abondent. Certains chercheurs proposent qu'il s'agissait d'un site cérémoniel, peut-être utilisé pour des observations astronomiques, étant donné son alignement avec des événements célestes. D'autres suggèrent qu'il servait d'aide à la navigation ou de lieu pour des pratiques spirituelles précoces. Les gravures sur pierre, bien qu'érodées par des siècles d'immersion, représentent des symboles et des motifs qui suggèrent une compréhension avancée de la géométrie et de l'astronomie par leurs créateurs. Malgré la fascinante découverte, le site reste partiellement submergé et quelque peu inaccessible, laissant de nombreuses questions en suspens sur sa signification globale. Numéro 7. La cité engloutie d'Héracléon. Sous les eaux au large d'Alexandrie gît la ville submergée d'Héracléon, également connue sous le nom de Thonis, découverte en 2000 par l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot. Cette ancienne métropole, jadis un centre commercial florissant, repose désormais sous environ 10 mètres d'eau. Héracléon, mentionné dans des textes historiques, mais longtemps considéré comme légendaire, a été redécouverte par l'équipe de Gaudiot après une décennie de recherche. La ville a été engloutie vers le 1er siècle après Jésus-Christ, probablement en raison d'une combinaison de catastrophes naturelles telles que séismes et tsunamis qui ont conduit à l'affaissement progressif de sa région côtière. Héracléon, datant du XIe siècle avant Jésus-Christ, était une importante cité portuaire et un carrefour commercial. Elle servait de porte d'entrée entre l'Égypte et le monde hellénique. Elle était renommée pour ses imposantes statues, dont une statue colossale de 16 tonnes du dieu Hapi qui a été exhumée lors des fouilles. L'emplacement stratégique de la ville en faisait un point crucial pour les routes commerciales et les cérémonies religieuses. Les vestiges submergés d'Héracléon comprennent des temples, des statues et des inscriptions monumentales remarquablement préservées qui ont fourni des informations inestimables sur l'ancienne culture égyptienne et ses interactions avec d'autres civilisations. Numéro 6. Le Grand Trou Bleu. Au large du Belize, le Grand Trou Bleu est un fascinant gouffre sous-marin qui a captivé explorateurs et scientifiques. Découvert en 1971 par le légendaire océanographe Jacques Cousteau, cette formation colossale mesure environ 300 mètres de diamètre et plonge à plus de 120 mètres dans les profondeurs de la mer des Caraïbes. L'exploration de Cousteau, menée dans le cadre de sa quête pour percer les mystères de l'océan, a révélé la beauté saisissante et l'importance scientifique du Grand Trou Bleu. Le gouffre, qui fait partie du système de la réserve de la barrière de corail du Belize, s'est formé lors de la dernière ère glaciaire, quand les niveaux marins étaient bien plus bas. Au fil des millénaires, le plafond de la caverne s'est effondré, créant un puits circulaire rempli d'eau de mer. Ce qui rend le Grand Trou Bleu particulièrement fascinant, ce sont les anciennes stalactites et stalagmites qu'on y trouve. Ces formations, visibles dans la partie supérieure du gouffre, datent d'environ 153 000 ans et offrent un aperçu unique du passé géologique de la région. Le Grand Trou Bleu
est célèbre pour son paysage sous-marin spectaculaire et sa riche biodiversité. Il attire des plongeurs du monde entier, avides d'explorer ses eaux cristallines, ses réseaux de grottes complexes et sa vie marine foisonnante. Le gouffre est également crucial pour les études paléoclimatiques car il fournit des indices sur les changements climatiques passés et les fluctuations du niveau des océans. Numéro 5. L'épée des croisés. En 2008, une découverte archéologique stupéfiante a émergé des sables de Terre Sainte. Une épée de croisée vieille, de près de 900 ans, qui a depuis capturé l'imagination et la curiosité des historiens. Mise au jour par un groupe de chasseurs de trésors amateurs près de l'antique cité d'Acre, l'actuel Akko, dans le nord d'Israël, cette épée fournit un lien tangible avec l'ère tumultueuse des croisades. L'épée, datant de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, a été déterrée fortuitement alors que l'équipe prospectait la région aux détecteurs de métaux. On suppose qu'elle appartenait à un chevalier des États croisés, établi au Levant durant la période médiévale. Ces États constituaient le bastion des ordres militaires chrétiens, qui se battaient pour le contrôle de la Terre Sainte, faisant de l'épée une relique à la fois de la ferveur religieuse et des conflits médiévaux. La lame, avec sa poignée au design complexe et son pommeau cruciforme, témoigne de l'artisanat raffiné et de l'art martial de l'époque. Elle mesure environ 84 cm de long et conserve son tranchant redoutable, indiquant qu'il s'agissait d'une arme fréquemment utilisée. Les archives historiques suggèrent que ces épées n'étaient pas seulement des outils de combat, mais aussi des symboles d'honneur et de prestige chevaleresque. Numéro 4. Méduse géante. En 2018, la biologiste marine et présentatrice Lizzie Daly a créé la sensation avec sa découverte extraordinaire d'une méduse colossale au large du pays de Galles. Daly, connue pour ses documentaires captivants sur la nature, est tombée sur cette méduse géante lors d'une expédition dans les eaux proches de l'île d'Anglesey. La créature, une méduse barile, mesurait un stupéfiant 1,50 m de diamètre, l'une des plus imposantes jamais observées. La découverte était significative, non seulement pour la taille impressionnante de la méduse, mais aussi pour son apparition rare. Les méduses géantes se trouvent généralement dans des eaux plus profondes et sont rarement aperçues près des côtes. La taille et la coloration vibrante de ce spécimen en particulier ont fourni des informations précieuses sur la santé des écosystèmes marins et les effets des changements environnementaux. Les méduses, malgré leur apparence fragile, jouent des rôles cruciaux dans les milieux marins. Elles sont des indicateurs clés de la santé océanique, car leur présence peut signaler des variations dans la température de l'eau et les niveaux de nutriments. Les méduses géantes, comme celles découvertes par Daly, aident les scientifiques à comprendre les mutations dans la biologie et l'écologie marine, contribuant à une recherche plus vaste sur les transformations océaniques. Numéro 3. Le trésor de l'Atocha. En 1985, le légendaire trésor de l'Atocha a été mis au jour par le chasseur de trésors Mel Fisher, marquant l'une des découvertes sous-marines les plus spectaculaires du XXe siècle. Le trésor provenait du Nuestra Señora de Atocha, un galion espagnol qui sombra au large des Florida Keys en 1622 lors d'un ouragan qui décima la flotte du trésor espagnol. L'Atocha, qui revenait du Nouveau Monde chargé d'une multitude de richesses, faisait route vers l'Espagne lorsqu'il connut sa fin tragique. Le navire transportait un immense butin d'or, d'argent, d'émeraudes et d'autres objets précieux collectés dans les colonies espagnoles d'Amérique. Le trésor était destiné à renforcer la puissance et l'opulence de l'Espagne, mais devint à la place un prix légendaire pour les futurs explorateurs. La quête de l'Atocha par Mel Fisher débuta à la fin des années 1960 et fut un périple semé d'embûches, jalonné de revers et de difficultés financières. Sa persévérance porta ses fruits lorsque son équipe localisa le site du naufrage près des Dry Tortugas en 1985. Au fil des ans, ils récupérèrent un fabuleux trésor d'artefacts incluant des lingots d'or, des pièces d'argent, des bijoux ouvragés et plus de 100 000 pièces d'argent. Le butin était estimé à environ 450 millions de dollars, en faisant l'une des découvertes de trésors sous-marins les plus importantes de l'histoire. Numéro 2. La zone Hadal.
La zone Hadal, nommée d'après Hadès, l'antique dieu grec des enfers, constitue la strate la plus profonde et la plus énigmatique de l'océan. Elle s'étend d'environ 6 000 à 11 000 mètres sous la surface. Ce royaume abyssal a été exploré pour la première fois au milieu du XXe siècle, grâce au progrès de la technologie des eaux profondes. L'une des premières percées dans l'exploration de la zone Hadal survint en 1960, lorsque l'océanographe suisse Jacques Piccard et le lieutenant de la marine américaine, Don Walsh, plongèrent au fond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de la zone Hadal, dans le bathyscaphe Trieste. Cette plongée pionnière révéla les conditions extrêmes de la zone. Pression écrasante, température proche du point de congélation et obscurité totale. La zone Hadal demeure l'une des régions les plus isolées et les moins explorées de l'océan. Sa découverte a fourni des informations précieuses sur l'adaptation de la vie à des environnements extrêmes. Des créatures comme le poisson limace Hadal et l'anguille Hadal, entre autres, ont développé des adaptations uniques pour survivre à ces profondeurs vertigineuses. L'intérêt scientifique pour la zone Hadal se concentre principalement sur la compréhension des adaptations des organismes abyssaux, la cartographie des écosystèmes uniques et l'étude des processus géologiques qui se déroulent à ces profondeurs extrêmes. Numéro 1. Mystérieux chaudron du Xe siècle. En 2015, une découverte fascinante a été faite au cœur de l'Angleterre. Un imposant chaudron orné datant du Xe siècle a été exhumé lors d'un projet de rénovation dans un manoir historique du Gloucestershire. Ce chaudron au design élaboré, avec ses gravures complexes et sa structure en fer robuste, a depuis captivé l'imagination des historiens et des archéologues. Le chaudron, qui mesure environ 1,50 m de diamètre, a été trouvé enfoui dans les terres du domaine. Sa découverte fut un événement marquant, car elle a jeté un nouvel éclairage sur la culture matérielle de l'époque, reflétant à la fois l'artisanat raffiné et les pratiques domestiques du Xe siècle. Les historiens supposent que le chaudron était probablement utilisé pour la cuisson, ou le brassage à grande échelle, possiblement en relation avec des événements communautaires ou des pratiques agricoles. Les chaudrons de cette taille étaient courants au Xe siècle pour préparer des repas pour de larges assemblées, comme lors des festivals de récolte ou des banquets. Certaines théories avancent qu'il a peut-être aussi servi à des fins alchimiques ou médicinales, étant donné son design ornemental et le mysticisme entourant cette période historique. Et voilà, chers explorateurs des profondeurs, vous venez de plonger dans 14 des découvertes sous-marines les plus fascinantes de l'histoire. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces mystères océaniques. Rendez-vous dans les heures prochaines pour une nouvelle aventure dans les profondeurs. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et continuez d'explorer. À bientôt.